C'est votre rendez-vous quotidien du débat et des idées entre Paris, Tel Aviv et le monde. Bienvenue dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Une semaine tout rond nous sépare des élections israéliennes. Binyamin Netanyahou abat une à une ses cartes. La dernière sera-t-elle la paix avec l'Arabie Saoudite? Et s'il y arrive, deviendra-t-il l'homme à avoir signé le plus d'accords de paix dans l'histoire du pays? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. La panique autour du vaccin AstraZeneca. Les pays d'Europe interrompent les uns après les autres les campagnes de vaccination et pourtant, les officiels tentent de rassurer. Alors assiste-t-on à un immense raté à l'échelle d'un continent entier? Et les antivax ont-ils marqué des points après un tel épisode? Ce sera le grand débat des GGMO avec le médecin Jean-Michel Cohen. Et puis notre grande gueule du jour, Roselyne Bachelot, pour cette phrase sur la cérémonie des Césars, un meeting politique selon la ministre. Alors le monde du cinéma s'est-il mis à dos le public en jouant la carte de la provoque alors qu'il a reçu, rappelons-le, des aides pendant toute la pandémie? Ce sera notre débat en fin d'émission. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Noémie. Bonsoir à nos grandes gueules en ce mardi soir. Bonsoir Daniel Sheikh. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Je salue également à Paris une nouvelle grande gueule qui nous rejoint, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Bonsoir Yves, bienvenue dans les grandes gueules Moyen-Orient. Bonsoir Benjamin. Bonsoir également Yves Tréhard, Bonsoir. directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro, que je retrouve avec grand plaisir également. Les uns et les Bonsoir autres, Benjamin, bonsoir à tous. si vous le voulez bien, entrons désormais tous ensemble au pays de Bibi. La classe politique israélienne retient son souffle. Dans 7 jours tout juste, les Israéliens choisiront leur nouvelle Knesset. Et d'ici là, Binyamin Netanyahou abat toutes ses dernières cartes pour montrer qu'il est l'homme que le pays doit garder à sa tête. Côté intérieur, il supprime les dernières mesures de confinement. Côté extérieur, il espère signer dans ce court délai des accords de paix historiques. 4 pays seraient même concernés, Noémie. Et oui, c'est une annonce faite dans un entretien accordé au Yediot Aharonot dans le cadre de la campagne électorale. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a assuré que 4 accords de paix allaient prochainement être conclus avec Israël, sans toutefois révéler l'identité des pays concernés. Alors ces propos font écho à ceux de l'ancien conseiller à la Maison-Blanche, Jared Kushner, qui indiquait hier dans une tribune au Wall Street Journal que l'Arabie Saoudite et au moins 3 autres pays étaient prêts à conclure des accords avec l'État hébreu. Voici ce qu'il écrivait. Le Royaume d'Arabie Saoudite a déjà fait un premier pas en accordant l'ouverture de son espace aérien à Israël et plus récemment en permettant à une équipe de pilotes israéliens de participer au rallye Dakar. Parmi les autres pays qui envisageraient une normalisation de leurs relations diplomatiques avec Israël, Jared Kushner cite le Sultanat d'Oman, le Qatar et la Mauritanie. Daniel Sheikh, Netanyahou a surpris tout le monde avec les accords d'Abraham, hier encore avec le Kosovo qui ouvre une ambassade à Jérusalem. Est-ce qu'on peut imaginer sérieusement 4 accords de paix dans les 7 jours qui nous séparent des prochaines élections? Non. C'est très simple, non. Je veux bien croire qu'il y a d'autres pays qui vont signer des accords de normalisation avec Israël. Ce ne sont pas des accords de paix parce que ce ne sont pas des pays en guerre. Aucun de ces pays n'a jamais été en guerre avec Israël. Donc, des accords de normalisation que je ne sous-estime certainement pas avec mon passé de diplomate, c'est le rêve d'avoir une normalisation avec des pays qui étaient hostiles. Mais ces 4 pays, on en entend parler depuis le premier accord d'Abraham. Je vous ferai remarquer, y compris avec l'Arabie Saoudite, je pense que ça va venir, je ne pense pas que c'est pour demain matin. Mais quand vous voyez le ton ces derniers jours de Benjamin Netanyahou, qui, on va le dire sur la forme, a l'air très très assuré, très sûr de lui. Ça veut dire qu'il prépare, entre guillemets, il a un tour dans son sac. Alors, est-ce que c'est au moins l'un des 4 et peut-être le Graal, l'Arabie Saoudite, qui va tomber, qui sait, la veille des élections? Tant mieux, mais honnêtement, on va se retrouver dans une semaine et on va voir. Je pense que c'est injouable. Cela dit, ça ne m'étonne pas qu'il joue évidemment l'assurance. C'est aussi, on peut l'analyser. C'est un argument de campagne. C'est de lancer des choses en l'air, même si elles n'existent pas. Après le 23, donc dans une semaine, après les élections, il pourra s'expliquer. Mais pour le moment, il veut essayer de citer un maximum d'arguments. Donc,
Maintenant, la santé, c'est politique, le Covid, c'est politique, les vaccins, c'est politique, le déconfinement, c'est politique, la normalisation, c'est politique, les rapports avec l'Allemagne et le Kosovo, c'est politique. Et c'est comme ça, nous sommes à une semaine d'élections. Et c'est comme ça que c'est la règle du jeu en ce moment. C'est la règle du jeu. Reste à savoir comment va finir cette campagne qui, je vous le rappelle, toute cette politique n'a qu'un seul but, c'est d'arrêter la machine judiciaire contre la personne de Benjamin Netanyahu. L'autre agenda de Benjamin Netanyahu. J'aimerais entendre le seul d'après vous. Daniel Schleck, mais d'après d'autres analystes également ici sur ce plateau. Yves Tréhard, j'aimerais vous entendre également avec ce nouvel accord de paix qui pourrait être, on peut bien le dire, un compte final de Netanyahu pour gagner l'élection. Oui, alors c'est pas un accord de paix, hein. C'est autre chose. Il n'y a jamais eu la guerre. Je vois pas très bien ce que peut gagner Netanyahou en une semaine avec cet accord. D'abord, ça me paraît très difficile à réaliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que Netanyahou, d'après ce que je sais, il veut effectivement faire un peu oublier ses poursuites pour corruption dans son pays et ses embarras judiciaires qui le plombent un peu dans cette campagne, pour laquelle il sera d'ailleurs d'abord jugé sur sa gestion de la crise sanitaire. D'abord cela. Deuxième chose, quel est le bénéfice, sincèrement, pour les Israéliens de ces accords avec 4 nouveaux pays, puisqu'il faut dire qu'ils s'ajoutent à d'autres accords qui ont été signés avec le Maroc, avec le Soudan, avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? D'abord, il y a un des 4 pays qui est cité, je doute fort qu'il puisse arriver à un accord avec lui, c'est le Qatar. Parce que quel est le but géopolitique de ce type d'accord? C'est évidemment de se mettre dans la poche des pays arabes qui sont en conflit avec la Perse, avec l'Iran, avec Téhéran, qui de plus en plus essaye d'accroître son influence dans la région, en Irak évidemment, au Liban, en Syrie et d'une certaine façon d'ailleurs au Yémen aussi. Et donc je vois pas très bien, si vous voulez, le Qatar, qui est un allié objectif d'une certaine façon de la Turquie et de l'Iran, même si le Qatar n'est pas chiite mais sunnite, je vois pas très bien comment le Qatar pourrait rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les contreparties qui pourraient être demandées par ces nouveaux pays qui rentreraient dans le cadre de ces accords, eh bien, est-ce que ça serait pas de vite passer à un territoire 2 États? Il est là le sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et on sait très bien que c'est quelque chose qu'il y ait la reconnaissance d'un État palestinien en bonne et due forme, tel que eux le réclament, si vous voulez. Donc ça, c'est à mon avis... Donc ce serait le corollaire côté israélien. Ça pourrait être tendu à terme. Ouais. Ça pourrait être un problème à terme. Et tout ça en une semaine. J'ai du mal à y croire. Oui, et Daniel Schleck qui rappelle tout ça en une semaine. Non, d'ailleurs, Benjamin, reste à savoir, est-ce que cela a du tout une incidence sur l'électorat israélien? Et j'en doute, parce que d'une part, la capacité de Benjamin Netanyahu d'avoir un réseau international qui bénéficie à Israël, c'est déjà acquis. Donc un pays de plus, un pays de moins, ça ne changera pas. Et de toutes les façons, selon les sondages, rien ne bouge, ou quasiment rien ne bouge. Et la semaine prochaine, nous serons probablement en train d'analyser l'éventualité d'une 5e élection. Pierre Herkhoff, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou alors est-ce que vous dites, au fond, Netanyahou est en train de réaliser le strike, d'être l'homme politique israélien qui peut-être aura fait le plus d'accords de paix ou de normalisation de l'histoire du pays? Alors, pour une fois, je vais être un peu d'accord avec Daniel, ce qui est rare, mais... Attention, les téléspectateurs vont s'ennuyer si on est d'accord. Pour l'instant. Mais d'abord, 2 choses. La première, c'est qu'il faut célébrer, avant toute chose, ces accords à venir, de la même manière qu'on a célébré les accords d'Abraham. Et deuxièmement, pardonnez-moi d'être essoufflé parce que je suis en retard et j'ai monté les marches à toute allure, donc je reprends mon souffle. Mais pour dire que là où en revanche je suis en désaccord, c'est que finalement Bibi a réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Alors est-ce que cela va le conduire à une victoire électorale? C'est là que je suis d'accord avec Daniel, avec M. Schleck, pour dire Daniel. que... Daniel, ça vous va, Daniel? Très bien.
bien. En plus, on est devenus copains. Pour dire... Attendons la suite du débat. Pour dire que ça ne changera, à mon avis, strictement rien aux élections. Et s'il a fait ça dans un but électoral, peu m'importe qu'il le fasse à n'importe quel moment. L'important, c'est qu'on fasse la paix. Et je trouve que cette paix... Puisqu'on parlait, je crois, au début des accords d'Oslo qui avaient été signés par Rabin, pour moi, ce qu'on est en train de faire, c'est la paix. Les accords d'Oslo, c'était une utopie. Ça, c'est une autre question. Yves Bigot, quelle est votre analyse sur ces accords de paix ou normalisation? On ne va pas jouer sur les mots, mais en tout cas, sur peut-être des choses décisives qui se dérouleraient dans les prochains jours, peut-être même dans les 7 prochains jours, à en croire les rumeurs qui circulent autour du Premier ministre israélien. Écoutez, dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut toujours se réjouir de tout ce qui peut conduire à la paix, même si ce sont des accords de normalisation avec les voisins de la région. Ce à quoi ça va conduire Israël, si ça se réalise, mais on voit que le mouvement est déjà en marche, c'est à changer le statut de l'État d'Israël dans la région du Moyen-Orient, puisque d'État qui était recroquevillé sur lui-même avec beaucoup d'ennemis autour, il va sortir de cet enfermement, de cet encerclement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pourquoi les pays arabes alentours veulent-ils faire la paix ou normaliser leurs relations avec Israël, alors que jusqu'à présent, ils étaient évidemment des soutiens très forts des Palestiniens. C'est peut-être parce que ces pays veulent rentrer dans le club des États mondiaux numéro 1, dominés par les États-Unis, et ça n'est pas un hasard si c'est Donald Trump qui leur a d'une certaine façon ouvert la porte pour entrer dans ce club un peu exclusif, qui leur est interdit aussi longtemps qu'ils sont en bagarre avec l'État d'Israël. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt qu'ont à trouver les États en question, à un accord de normalisation de leurs relations avec l'État d'Israël. Donc la normalisation avec Israël est un passage obligé, d'une certaine manière, c'est ce que le dit Bigot. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose de plus, c'est de dire que, en fait, ces accords-là sont un réalisme correspondant à l'histoire, parce qu'il n'y avait pas auparavant de guerre israélo-palestinienne, il y avait un conflit israélo-arabe, qui, après 67, est transformé pour des raisons politiques, géopolitiques, de propagande, de ce que vous voulez, avec la création d'un État qui s'appelait l'État palestinien, qui n'a jamais existé dans l'histoire, et tout d'un coup, on a donné à des gens, avec les accords d'Oslo qui sont venus à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur de territoires occupés, si vous voulez, ou des territoires disputés, qui sont venus finalement pour ne pas faire ce qu'on leur avait demandé de faire. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de terrorisme à l'intérieur d'Israël que depuis les accords d'Oslo. Or là, on a une reconnaissance d'un état de fait, c'est-à-dire qu'il y avait une guerre israélo-arabe et on est en train de mettre la fin à cette guerre israélo-arabe. À partir de là, que l'on fasse la paix avec les Palestiniens ou qu'on ne fasse pas la paix avec les Palestiniens, c'est secondaire. Ils seront obligés à un moment donné... Non, ce n'est pas secondaire, non, ils seront obligés, oui, mais ils seront obligés de la faire. Ils ne veulent pas la faire, la paix. On ne peut pas obliger un peuple à faire de la paix. C'est impossible. Bien sûr que si, on peut les obliger à faire la paix. On ne peut pas, ça ne marchera jamais. On pourra continuer à avoir du terrorisme à l'intérieur. Donc ça vous va, ça? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que de toute façon... Si ça vous va comme ça, très bien. Moi, ça ne me va pas. Moi non plus, ça ne me va pas. Moi non plus, ça ne va pas. Mais alors, il faut faire quelque chose. Le problème de faire ça... Que les Qataris ne veuillent pas faire s'occuper des Palestiniens, je m'en moque. Le problème, ce sont le problème palestinien est le nôtre, pas celui des États du Golfe. Qu'on les laisse enfin avoir une véritable direction, qui soit pragmatique. Et on verra ça dans les élections palestiniennes les prochains mois. Certainement. Il veut réagir à Paris. Cela, ils ne pourront le faire. Et cela, je ne pourront le faire. Pardonnez-moi, je finis juste ma phrase. Yves Tréhard, juste, je vous donne la parole après. Oui. Yves. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que je crois que beaucoup de ces États sont arrivés en fait au bout d'une logique et qu'ils ont besoin, je suis assez d'accord avec Yves Bigot, ils ont besoin de rentrer dans le camp des gentils d'une certaine façon. Parce que le cours des hydrocarbures est en train de s'effondrer, il y a des ennemis qui s'appellent effectivement l'Iran et je dirais les États ou les organisations satellites de l'Iran, et il y a la Chine. Et
aussi une position qui est assez particulière pour certains de ces États-là, c'est la position de la Russie qui a son mot à dire dans la région. Et d'une certaine façon, ces États qui savent peut-être qu'ils seront peut-être moins riches demain qu'aujourd'hui, ils ont peut-être intérêt à s'allier justement avec les États-Unis, avec une partie de l'Occident, avec Israël, pour être dans un camp considéré, en tous les cas en Occident, comme étant le camp du bien, et laisser, je dirais, la terreur terroriste du côté, de la zone d'influence iranienne, la peur qu'engendre aujourd'hui la Chine, qui est une espèce de puissance conquérante dont on ne sait trop ce qu'elle peut faire et ce qu'elle veut faire demain, et puis une puissance comme la Russie, qui est tout à fait imprévisible et incontrôlable, et qui va toujours au plus près de ses intérêts, et que de ses intérêts d'ailleurs. Et donc c'est pour ça, moi je pense qu'il y a une raison géopolitique, en dehors du fait que Netanyahou joue peut-être une carte électorale. Je pense que chez ces pays-là, il y a un intérêt Chacun joue sa carte. très long terme qui est en train d'être joué. Au fond, il y a des intérêts communs. Noémie Aliwa. Oui, en tout cas, c'est difficile de savoir quelles seront exactement les répercussions politiques, électorales de ces normalisations. Mais ce que l'on sait, c'est que les Israéliens sont très sensibles. Ils sont très sensibles, tout simplement parce qu'ils veulent se sentir comme étant des citoyens comme les autres. On se souvient du drapeau des Émirats qui avait été projeté sur la mairie de Tel Aviv. On se souvient que les Israéliens se sont rués en vacances à Dubaï dès qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Exactement. Et donc ils veulent être des citoyens comme les autres, et donc ces normalisations sont importantes. Et je le dis sans mauvaise humeur, je pense que c'est tout à fait légitime. Mais quand je posais la question tout à l'heure à Pierre Ekhoff, qu'au fond peut-être Netanyahou arrivera à signer plus d'accords de paix et de normalisation qu'Yitzhak Rabin. C'est pas une compétition, et la différence avec Yitzhak Rabin, c'est que lui a véritablement signé des accords de paix, celui avec la Jordanie, un pays avec lequel nous étions véritablement en guerre, ce qui n'est le cas d'aucun des pays avec lesquels Netanyahou a signé des... Mais je ne veux pas faire une hiérarchie ici. Ça c'est bien et ça c'est bien. Non, mais lui va faire un bilan comptable à la fin de son mandat. Oui, lui il va faire... reste à savoir, est-ce que ça intéresse quelqu'un, s'il a 2 de plus ou 1 de moins. Franchement, sauf les grandes gueules. Il faut quand même faire remarquer aux deux Yves à Paris que ni les Émirats Arabes Unis et peut-être même l'Arabie Saoudite n'ont fait partie avant du camp des méchants, comme ils l'appellent. Ils étaient du côté des Américains déjà avant. Et la raison géopolitique pour laquelle on voit le changement aujourd'hui dans tous ces pays, il s'appelle tout simplement l'Iran. C'est tout. Voilà. Oui. Un mot, Pierre Ekhoff ? Oui, plusieurs. Alors, oui, on a l'habitude. En 1 minute, on a passé au deuxième débat. On est au Moyen-Orient, donc je négocie. C'est les grandes gueules. Oui, on négocie comme un chou. Ce que je veux dire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je ne veux pas rester sur cette histoire que je serais partisan du terrorisme, etc., ce qui est ridicule, non pas que vous le soyez, mais le concept en lui-même. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a un phénomène qui est le suivant. Vous avez en face des soi-disant partenaires de paix qui, en réalité, n'ont jamais voulu la paix et qui, depuis des accords d'Oslo, grignotent tout ce qu'ils peuvent, ne respectent en grande partie pas les accords d'Oslo et qui sont encouragés d'une part par l'Europe et d'autre part étaient encouragés jusqu'à présent par l'ensemble des pays arabes. À partir du moment où on leur enlève tous ces alliés-là et qu'ils se retrouvent face à un mur, c'est comme ça qu'on va les obliger à faire la paix. C'est en leur disant, vous arrêtez d'exiger tout avant les négociations, on va aux négociations, à l'issue des négociations, on va céder certaines choses, vous allez en céder d'autres. Mais continuer à prétendre vouloir faire la paix tout en payant des salaires aux terroristes dans les prisons israéliennes et en incitant à la haine dans toutes les écoles arabes, je suis désolé, c'est pas ça que j'appelle un partenaire pour la paix. Donc ce partenaire pour la paix, de 2 choses l'une, il n'est pas un partenaire pour la paix, donc on est en guerre avec lui, et à ce moment-là, on lui met sur la figure jusqu'à ce qu'il calme, ou alors il comprend une bonne fois pour toutes qu'il pourra pas avoir... Ça a très bien marché pendant 50 ans. Ça a marché, oui, vous êtes vivant, je suis aussi. Il y a quelque chose qui a changé, c'est que le monde arabe n'est plus aussi sensible à la question palestinienne. Mais je m'en moque, qu'est-ce que pense le monde arabe? C'est pas les Saoudiens qui vivent avec... C'est pas les Saoudiens qui subissent le terrorisme. Ce n'est pas les Saoudiens qui doivent envoyer leurs enfants servir dans les territoires dans des conditions abominables. C'est à nous de résoudre. Le problème, il est israélo-palestinien. Il n'est ni saoudien, ni émirati, ni iranien, rien. Bien, en tout cas, ce qui est intéressant, les uns les autres, Pierre, ce qui est intéressant, c'est que dans les prochains jours, ce mot n'a pas du tout été prononcé d'ailleurs parmi les promesses de paix, d'accord ou de normalisation. Pour l'instant, il est à l'écart.
l'écart. Bien sûr. On va passer, si vous voulez bien maintenant, puisqu'on a vu ce qui s'est passé au pays de Bibi, voyons maintenant ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et oui, puisque la France et l'Europe semblent en proie à la panique les uns après les autres, chaque pays suspend la vaccination avec les doses d'AstraZeneca, car le vaccin provoque quelques effets secondaires, mais surtout beaucoup d'interrogations. Noémie. Oui, c'est ce qu'on appelle une défection en série. Après le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Bulgarie, l'Irlande et les Pays-Bas, après l'Allemagne ce lundi, eh bien c'est au tour de la France de suspendre l'utilisation de ce vaccin, le temps d'enquêter sur ses potentiels effets secondaires. Alors, les cas de complications rapportés sont extrêmement rares, mais leur gravité ne peut être ignorée par les autorités sanitaires. Le Danemark a fait état, je cite, de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, dont un homme de 60 ans qui en est mort. En Norvège, 2 cas mortels également de caillots sanguins ont aussi été rapportés. Et dans chacun de ces cas, aucun lien n'est véritablement à ce stade prouvé entre l'injection et l'aggravation de l'état de santé du patient. Mais finalement, c'est le principe de précaution qui l'a emporté, en tout cas au moins jusqu'à jeudi en France, puisque l'Agence européenne du médicament doit se réunir pour une réunion extraordinaire et se prononcer sur son innocuité. Alors, puisque la France est en panique, je vais commencer par nos grandes gueules parisiennes. Yves Tréhard, cette panique autour d'AstraZeneca, est-ce qu'on a affaire là à un scandale national ou alors carrément un scandale continental sous nos yeux ? Alors, je ne sais pas si le mot scandale est adapté, mais en tous les cas, c'est un raté complet de l'Union européenne. L'Union européenne n'a guère brillé dans cette crise sanitaire, et on avait cru, un peu naïvement d'ailleurs, qu'elle allait se rattraper justement. Vous savez, c'est Jean Monnet, qui est un des fondateurs de l'Europe, qui avait dit que l'Europe, elle avance dans les crises. Alors, on s'était dit, tiens, chouette, elle fait un plan économique de 750 milliards pour l'ensemble des pays européens, et tout le monde est d'accord, c'est bien. Et puis on va tous acheter en commun les doses, comme ça on sera plus fort, on aura des prix meilleurs. Eh bien, patatrac, c'est pas le cas. D'abord, on n'a pas de doses en nombre suffisant, et si on se compare à d'autres pays que sont évidemment la Grande-Bretagne, les États-Unis, Israël et l'Océanie, eh bien on est très loin du compte. Ça, et c'est pas un scandale, ça, pour vous ? Si, c'est un scandale d'une certaine façon. La deuxième chose, c'est cette histoire-là. Écoutez, on a un pays qui vient de sortir de l'Union européenne, qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui est pragmatique, qui dit, chez nous, il y a quelques cas d'effets secondaires, mais c'est pas suffisant parce qu'on est dans un rapport bénéfice-risque, et les bénéfices sont supérieurs aux risques. Et nous, qu'est-ce qu'on brandit comme principe? C'est ce fameux principe de précaution qui sort de nulle part. On confond le danger et le risque, et on a la tête complètement embrumée. Et ce qui fait que les Français, notamment, qui avaient déjà une certaine prévention vis-à-vis des vaccins, je ne sais pas comment on va sortir de là, mais si on leur dit en plus que le vaccin qu'on leur administre, un des vaccins qu'on leur administre, comporte des risques sérieux, ben là ils vont s'échapper et ils vont se détourner de la vaccination. Donc on est dans une impasse totale. En plus avec Yves, on peut vous annoncer ce soir que vraisemblablement on va se diriger en France, au moins en Ile-de-France, vers un confinement à nouveau, comme on a vécu. Vous avez des infos précises à me donner, Yves, là-dessus ? Ça montre qu'on a... Non, mais le président de la République doit prendre la parole jeudi soir, et quand le président de la République, sur cette crise sanitaire, prend la parole... C'est rarement pour des bonnes nouvelles. Ouais. Donc... Ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a vraiment un problème majeur qu'un pays comme Israël a su surmonter, non sans mal, on l'a vu, il y a eu des polémiques, mais nous, on a pensé qu'à plusieurs, on serait plus fort. Et c'est raté. À plusieurs, on joue. Malheureusement, c'est raté. Je vais employer un très mauvais jeu de mots. Un très mauvais jeu de mots, c'est Macron panurge. Ouh là là, Macron panurge. Il a suivi Berlin, en fait. Bon, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin pour notre première partie. Dans un instant, j'aimerais entendre vos réactions aux uns et aux autres. On va retrouver également le docteur Jean-Michel Cohen pour parler de toutes ces questions autour de ce vaccin AstraZeneca et cette méfiance européenne. Et on parlera aussi en fin d'émission de cette cérémonie des Césars qui, selon Roselyne Bachelot, a viré en meeting politique. À tout de suite.
Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie. Merci de nous rejoindre. À mes côtés ce soir, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Pierre Rechov, écrivain, reporter et réalisateur de documentaires. Un dernier ouvrage, 88, que je vous conseille. En plateau à Paris, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, que je remercie d'être avec nous ce soir, tout comme Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction éditorialiste au Figaro. Alors, juste avant la pause, nous parlions ensemble de ces questions en France, mais également en Europe, autour de ce vaccin AstraZeneca. Marche arrière toute, en tout cas jusqu'à jeudi, date à laquelle on aura une réponse européenne sur le danger ou non de ce vaccin. En attendant, eh bien, le gouvernement français se veut rassurant. Écoutez par exemple ce qu'a dit aujourd'hui même Olivier Véran, ministre de la Santé. Nous avions alors plusieurs possibilités. Ou nous attendions les conclusions des scientifiques qui interviendront normalement jeudi au niveau de l'agence européenne pour pouvoir décider si nous changeons un peu la cible en matière de vaccination par Astra. Nous faisions le choix de suspendre pendant 48 heures, monsieur le député, le temps d'être sûr que toutes les données scientifiques nous permettent de retourner vers nos populations respectives en confiance pour leur dire « faites-vous vacciner ». Mon vœu le plus cher, comme ministre, comme citoyen, comme médecin, comme Français, comme Européens, c'est que nous puissions reprendre cette campagne. Si les conditions sont réunies, et si l'Agence européenne du médicament nous dit « vous pouvez y aller », si les agences nationales nous disent « vous pouvez y aller », alors nous dirons aux Français « vous pouvez y aller ». Alors, beaucoup de points d'interrogation. On va essayer d'y voir plus clair avec notre prochain invité qui est ce soir avec nous, le docteur Jean-Michel Cohen. Bonsoir Jean-Michel Cohen. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient, directeur du cabinet médical des Feux. Jean-Michel Cohen, je vais d'abord vous faire réagir sur un sondage réalisé aujourd'hui pour nos confrères de BFM TV. Seuls 20% des Français font confiance aujourd'hui au vaccin AstraZeneca. 58% n'ont pas du tout confiance. Avec ce que l'on entend depuis 48 heures autour de ce vaccin, est-ce qu'il faut vraiment être surpris de tels résultats ? Ah non, vraiment pas du tout. Il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a eu déjà une première dissonance quand on a annoncé qu'il fallait pas vacciner les plus de 65 ans à cause du fait qu'en réalité, on n'avait pas fait les tests suffisants pour les plus de 65 ans, puis revirement, on vaccine les plus de 65 ans, et au même moment, on déclare que finalement, les effets secondaires les plus négatifs sont observés chez les jeunes, donc on recommande de ne pas les utiliser ou de les utiliser avec précaution chez les jeunes. Ça, associé à ce mouvement anti-vaccin, plus associé aux recommandations discordantes entre le Premier ministre et le Président de la République, avant d'arriver à suivre l'Allemagne pour finalement stopper momentanément la vaccination, on aurait voulu tuer ce vaccin qu'on n'aurait pas fait mieux. Voilà, donc il y a aucune surprise et ça va être très compliqué de remonter la pente parce que les anti-vax s'en donnent à cœur joie, parce que individuellement chacun peut avoir peur d'un effet secondaire alors que collectivement il est quasiment à peu près sûr que ce vaccin présente beaucoup plus de bénéfices que de risques. Donc c'est une catastrophe finalement. Donc pour vous, il ne fallait pas forcément suspendre la vaccination AstraZeneca ? Je crois qu'Yves Tréhard a bien compris le problème. On a fait rentrer dans la Constitution le principe de précaution. Ce principe de précaution, il est doublement paralysant. Le premier principe de précaution paralysant, c'est le fait que puisque constitutionnellement ce phénomène existe, donc tous les gouvernants sont obligés de l'appliquer. Et le deuxième phénomène, c'est qu'à partir du moment où on joue l'Europe, comme on l'a fait jusqu'à présent régulièrement, et qu'un certain nombre de pays d'Europe, sur des cas d'extrême prudence, ont décidé d'arrêter le vaccin, il n'y avait plus d'autre choix pour Macron. C'était fini, il fallait qu'il stoppe momentanément la vaccination. Avant, tout le monde parie sur le fait que jeudi, de toute façon, l'EMA, l'Agence européenne de médicaments, va probablement dire que finalement, peut-être mettra une ou deux contre-indications, que finalement ce vaccin est positif. Il ne faut pas oublier que les accidents thromboemboliques en France, il y en a environ 150 000 par an, que là, pour le moment, si on rapporte le nombre de cas appliqués à ce vaccin, il serait très, très, très largement inférieur. Donc, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Parce que je vais préciser quand même qu'aujourd'hui même, la directrice de l'Agence européenne des médicaments est convaincue, et je la cite, des bénéfices du vaccin AstraZeneca. Mais la réalité, c'est que Jean-Michel Cohen, le doute instauré là depuis 48 heures dans la tête des gens autour de ce vaccin, est en train de saboter en 48 heures à peine, des mois et des mois de pédagogie autour de la vaccination. Et note d'ailleurs du grain à moudre entre les anti-vaccins. De vaccination.
Mais on l'observe déjà dans les centres de vaccination. Ça veut dire que les gens arrivent en demandant quel type de vaccin on va leur donner. Et si on leur donne AstraZeneca, certains ne veulent absolument pas le faire. D'autres vont insister beaucoup pour avoir un autre vaccin. Donc ça condamne en quelque sorte AstraZeneca. On comptait beaucoup sur la vaccination des généralistes et des pharmaciens pour arriver à tenir cet objectif. Alors les gouvernements à l'heure actuelle prétendent que ça réussira à être tenu parce que les livraisons de Pfizer, Moderna et de Johnson vont arriver en grand nombre avant la fin juin. Mais ça met un coup de ralentissement à un moment où il fallait surtout pas le mettre, puisqu'on voit bien une situation délétère qui s'est installée en Île-de-France. Jean-Michel Cohen, restez avec nous, je veux entendre les réactions d'abord de nos grandes gueules. Yves Bigot à Paris par exemple, comment vous analysez ça, ce qui est en train de se passer depuis 48 heures? Les anti-vaccins sont les plus heureux du monde, parce qu'au fond, tout ce qu'ils disaient depuis des semaines, méfions-nous des vaccins, on ne connaît pas les effets secondaires, ben voilà, ils peuvent dire on a raison. Évidemment, il y a rupture de confiance, parce que tous ceux qui se disaient « bon, ben finalement, je vais quand même aller me faire vacciner », il y a un tel doute aujourd'hui et une telle crainte que effectivement, ça va être très difficile de convaincre le public et les Français, en tous les cas, et pas seulement les Français, de se faire vacciner, non seulement avec l'AstraZeneca, mais potentiellement avec d'autres vaccins également. Alors, Yves Tréhard, tout à l'heure, parlait de l'Europe. On a raté l'Europe sociale, on a raté l'Europe de la défense, on a raté l'Europe de la santé aussi. Donc, c'est très inquiétant de voir, et vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, que ce sont les Britanniques qui, tout de suite après être sortis de l'Europe, se sortent le mieux de cette situation parce qu'ils n'ont pas toutes les pesanteurs qui sont liées à la bureaucratie européenne. Donc, effectivement, il va y avoir un vrai problème, et alors qui tombe en plus au plus mauvais moment, puisque c'est au moment où les Français, mais aussi les Italiens depuis quelques jours et d'autres, vont être reconfinés, qu'on nous explique depuis des mois que la solution pour sortir de cette situation quand même qui commence à durer de manière inquiétante et assez insupportable pour les populations, la solution qui était le vaccin, en fait, ne va pas être la solution. Donc on va entrer dans une phase, alors non seulement de méfiance, mais ça c'est déjà fait, mais potentiellement de désespoir. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, on a posé la question aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram aux téléspectateurs de 24 News. Est-ce qu'au fond, cette panique autour du vaccin AstraZeneca est une victoire pour les anti-vax? Et vous êtes très partagés aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois depuis la création de l'émission, c'est 50-50. Comme quoi, il y a peut-être encore des chances de sauver les pro-vaccins. Daniel Sheikh. Non, loin de moi de critiquer les Européens, le Français, je ne suis pas en position de le faire. Mais c'est très intéressant ce phénomène, parce que je vous rappelle que quand la campagne de vaccination a commencé en Israël avec le vaccin Pfizer, c'était au tout début de l'utilisation de Pfizer. Donc, il y avait beaucoup d'inconnus. Et c'est là une des grandes différences entre les Israéliens et les Européens. C'est que, mis à part évidemment l'immense talent de notre Premier ministre et son charme inégalé, je l'attendais déjà. Mis à part ça, il y a cet élément-là. Les Israéliens sont preneurs de risques. Ils sont un peu casse-cou. C'est pour ça que la Startup Nation marche. Ils n'ont pas peur de prendre un certain risque. La preuve, c'est que ça a marché. Alors que nous, non. Et alors que, comme j'entends dans l'oreille un des Yves dire... Yves Bigot dit, on est des survivants. Ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est cardinal que les citoyens soient prêts à prendre un risque calculé, évidemment. C'est une gestion de risque. Mais attendez. Ici, il me semble quand même... Il faut aussi être plus honnête. Daniel, il faut aussi être beaucoup plus honnête. Il y a eu aussi un coup de bol. Pardonnez-moi. Israël a choisi le vaccin qui marche. C'est aussi un coup de bol. Je ne crois pas que ce soit du bol. Je pense qu'il y a eu quand même... Il aurait pu se passer la chose inverse, que tous les effets secondaires, ce soit pour le Pfizer et pas pour l'AstraZeneca. Arrêtez. Non, je n'arrêterai pas. Non, je ne vais surtout pas arrêter. Je vais continuer. C'est aussi un coup de bol. Israël a acheté du AstraZeneca. Oui, la question n'est pas là. La question, c'est que pour avoir suivi un peu la campagne anti-vax, moi qui étais me faire vacciner parmi les premiers, ça a tourné autour d'un phénomène, je ne suis pas biologiste, mais que j'ai que comprendre comme étant
étant celui-ci. Les vaccins à l'ARN sont dangereux parce que c'est une nouvelle technologie, c'est une avancée scientifique, on ne sait pas où ça va. Et pour ça, les Israéliens n'avaient pas. Ça n'a jamais été utilisé. C'était idiot. Entre-temps, j'ai parlé à des scientifiques qui m'ont au contraire expliqué que cette avancée spectaculaire allait dans le bon sens parce que le risque était minimisé du fait que ce soit un vaccin à l'ARN. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Or, le vaccin AstraZeneca, quant à lui, est un vaccin à l'ADN, un vaccin classique. Donc, il a fallu, dans un délai extrêmement court, mettre en point un vaccin AstraZeneca qui, lui, finalement, ressemblait à ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc, entre, on va dire, un vieux tof-tof qui va d'un point à un autre en quelques mois et un autre qui est capable d'arriver au bout en moins d'une semaine, ce qui est le vaccin à l'ARN. Israël, évidemment, avec la mentalité israélienne et aussi avec les a choisi le vaccin un petit peu novateur dans sa façon de faire. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Vous êtes d'accord avec Daniel ce soir? Regardez cet autre sondage. Regardez cet autre sondage d'ailleurs qui en dit long sur l'approche aujourd'hui des Français sur la manière dont la situation est gérée. Les bilans des autorités publiques positifs ou négatifs en matière de vaccins à une grande majorité, 69% négatifs. Jean-Michel Cohen, vous vouliez réagir? Non, je disais, le vaccin Pfizer a bénéficié aussi du fait qu'il était le premier à pouvoir être mis sur le marché. Quant à l'ARN messager, c'est faux de dire que c'était quelque chose de nouveau. Ça datait des travaux de M. Jacob il y a déjà plus de 30 ans. Il y a 20 ans qu'on travaille sur l'ARN messager. C'est ce qui va être la base de la thérapie génique. Donc, de toute façon, l'ARN messager était tranquillisé. Il n'y avait même pas les sels d'aluminium qui font tellement peur aux antivax. La réalité, c'est que les Israéliens ont été pragmatiques. Dès qu'il y a eu une solution, ils ont sauté dessus, ils ont été les premiers, ils ont anticipé. Et nous, on a été paralysés par le fait qu'on voulait jouer l'Europe et que l'Europe, il y avait 2 niveaux de strates à respecter, l'Agence européenne du médicament et ensuite ça revenait en France pour faire l'Agence française du médicament. Si bien qu'on prenait du retard à chaque étape et aujourd'hui, on finit par prendre du retard. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est bilan d'une catastrophe annoncée. Je ne suis pas sûr, comme Yves Tréhard, qu'il va y avoir un confinement car les 2 marqueurs de Macron à l'heure actuelle, c'est le quoi qu'il en coûte et il faut vivre avec le virus. Donc j'en suis pas certain. Il y aura sûrement des mesures qui seront prises. Je suis pas certain que ça ira jusqu'au confinement général, mais en tout cas, c'était une attitude pragmatique et j'ai rappelé ce matin sur d'autres plateaux de télé que gouverner c'était prévoir et en l'occurrence l'Europe n'a pas prévu. Yves Tréhard, en 30 secondes, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que dit Jean-Michel Cohen? Non, je pense que Jean-Michel Cohen a tout à fait raison. Ce qui est dommageable, si vous voulez, c'est que l'Europe est le bouc émissaire favori des Européens en général, et notamment des Français, et que l'Europe, je crois qu'on aura du mal, la France et les autres pays européens, à s'en sortir dans le maelstrom international si on joue chacun de notre côté, mais que ce coup-là, porte un rude coup à cette construction européenne qui avance qu'à un cas si elle avance, et aussi elle porte un rude coup, je vous le rappelle aussi, à Emmanuel Macron, qui est le président de la République. Et qui prend la présidence de l'Europe au 1er janvier. Qui prend la présidence de l'Europe, effectivement, au 1er janvier, alors que Mme Merkel ne sera plus aux affaires. L'opinion publique française est assez changeante. L'opinion publique française est assez changeante. Ça veut dire... C'est vrai que c'est une population qui est relativement contestataire et qui a vraiment facilement l'arme au point pour fusiller son gouvernement. Et de la même manière pour les vaccins, je suis aussi assez d'accord sur le fait qu'on pourra remonter quand même le courant, parce qu'à un moment donné, vous savez, les gens, la problématique va se poser quand on ira faire une publicité positive. Est-ce que je fais un vaccin qui me protège contre un risque, ou est-ce que je prends le risque d'avoir un risque? C'est ça qui va faire la différence, je pense. Et c'est comme ça que la balance, d'ailleurs, a penché dans l'autre sens, côté israélien. Alors justement, au niveau de la panade européenne, on continue à vanter le modèle israélien, on en parle ensemble depuis tout à l'heure, mais ce qui nous a étonné, nous, dans les grandes gueules Moyen-Orient, c'est l'homme politique français qui a présenté hier Israël comme un Eldorado du vaccin. Je ne vais pas vous donner son nom, je vous laisse simplement l'écouter. Commençons par regarder comment ont agi les autres. La Grande-Bretagne est comparable à la France. Israël est remarquable, parce que c'est un tout petit pays, et qui a réussi à la fois à se doter de vaccins et à organiser la planification de la vaccination de la population. Donc, puisqu'ils savent le faire, ayons la modestie de leur dire comment vous faites. Puisque nous n'avons plus rien, nous sommes obligés d'aller demander à l'entreprise McKinsey de venir organiser le désordre dans notre pays. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, Pierre-Rove Mélenchon qui dit du bien d'Israël, c'est un effet secondaire inattendu du vaccin? C'est une blague, c'est une blague. Je ne sais pas ce qu'il a fumé ce matin, mais je voudrais qu'il m'en donne un morceau. Il vise déjà le 2e tour. C'est l'influence de Macron. Il mange à tous les râteliers, donc il peut bien manger à celui-ci aujourd'hui. Faut pas... Qui a dit il vise le 2e tour? C'est l'un des Yves à Paris. C'est l'influence de Macron.
C'est l'influence de Macron, c'est-à-dire qu'il pratique maintenant le en même temps. En même temps les Israéliens, en même temps les Palestiniens. La haine de Macron le pousse jusqu'à vanter Israël. Franchement, on est loin là. Yves Bigot, Mélenchon veut ratisser très large? On a l'impression que c'est un discours de deuxième tour, mais écoutez, c'est exactement comme les accords de normalisation qui amèneraient la paix entre Israël et ses voisins. Quand Jean-Luc Mélenchon, ou d'ailleurs n'importe quel leader politique, dit des choses raisonnables, c'est bien, il faut les remercier, les féliciter. Écoutez, voilà. C'est exact. On va féliciter Jean-Luc Mélenchon. Je ne pensais pas que j'arriverais au jour où je vais le féliciter, mais voilà, c'est fait. Voilà, c'est chose faite. Jean-Michel Cohen, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être un mot également. Vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Je suis bien sûr d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. On admire ici, et je fais la promotion sur d'autres plateaux, de la qualité de la vaccination en Israël, et je m'en félicite pour tous ceux qui habitent là-bas. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen, d'avoir été avec nous. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, et toute l'Europe donc est pendue à la décision européenne de l'Agence européenne du médicament pour savoir si oui ou non ils pourront continuer, notamment la France, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. On va maintenant parler culture, mais pas que, culture et politique. Et la GGMO du jour, la grande gueule du jour, c'est Roselyne Bachelot. Ce matin, chez nos confrères de France Inter, la ministre française de la Culture n'a pas ménagé le monde du cinéma. Et voici comment elle a qualifié la cérémonie des Césars de vendredi soir. Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nui à l'image du cinéma français, or que le cinéma français est massivement aidé. Dans aucun pays du monde, un État n'aide le cinéma français comme on le fait. 1,2 milliard d'aides en 2020 et nous continuons en 2021. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est la rupture avec le public. Sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, alors que les gens aiment leur cinéma. Mais quoi, c'est un monde qui se regarde le nombril ? Je sais pas, je ne veux pas porter de jugement de valeur, je constate des faits. Voilà la réaction ce matin de Roselyne Bachelot à cette cérémonie des Césars de vendredi soir. Vous n'avez peut-être pas été très nombreux à la regarder. 1,5 million de téléspectateurs, c'est l'un des pires scores de l'histoire pour une cérémonie de Césars. Alors Noémie, on va peut-être faire un petit rappel pour les nombreux téléspectateurs qui n'étaient pas sur Canal+. Et on a remarqué les revendications très politiques, des discours comme celui de l'acteur Jean-Pascal Zadi qui a rendu hommage à Adama Traoré et Michel Zecler en recevant son prix. Citons 3 moments très remarqués de cette soirée. D'abord, le plus médiatisé, c'est l'intervention de la comédienne Corinne Maziero qui est arrivée sur scène en tenue de peau d'âne avant de se mettre complètement nue avec « Nos cultures, nos futurs » écrit sur le ventre et sur le dos « Rends-nous l'argent » sur le dos donc et des tampons accrochés aux oreilles. Elle entendait ainsi défendre les intermittents du spectacle. Aussi, la maîtresse de cérémonie Marina Foy, c'est bien elle a brandi un petit sac jaune à la main pour un trait d'humour. Celui-ci renfermerait, je cite, le caca du chien de Florence Foresti. Et enfin, le comédien Vincent Désienne, qui lui est venu annoncer les lauréats de la catégorie meilleur film étranger et qui s'est permis, ni plus ni moins, de recourir à une citation d'Adolf Hitler. Il entendait dénoncer les soutiens à Roman Polanski de l'an dernier. Alors Yves Tréhard, votre quotidien Le Figaro hier n'a pas ménagé ses mots. Votre journal a parlé en une de César du ridicule, nombriliste, vulgaire, ultra politisé, image déplorable du cinéma français. Je ne vous demanderai pas si vous avez été touché, Yves, par la cérémonie. Écoutez, cette cérémonie, moi ce que je regrette surtout, c'est que les propos de Madame Bachelot arrivent bien tard. Elle aurait dû, dès le soir même, peut-être même quitter cette séquence, et puis surtout dénoncer l'indécence de cette cérémonie, qui n'était pas une cérémonie, qui était une espèce de bazar. Je veux dire, qui ne rend pas... L'art, c'est quoi ? Et le cinéma, c'est quoi ? C'est l'élégance, c'est le raffinement, c'est la culture. Et là, il y avait tout qui était fait pour l'ignorance, la bêtise et la sottise. Et en plus, quand on sait que le cinéma français, elle a raison là-dessus, Roselyne Bachelot, c'est probablement le cinéma que l'État
dans le monde, s'il y a un État qui aide son cinéma, c'est la France. Sachez que l'année dernière, par exemple, en 2020, la France a encore produit, grâce au Centre national du cinéma, 200 films. Donc de voir des artistes qui se disent artistes se comporter de la sorte face à des gens et à un public qui lui souffre. Beaucoup de ces personnes qui vont au cinéma, elles y vont pour le rêve, qui rêvent devant des artistes parce qu'aujourd'hui elles ont une vie compliquée. Ces fameuses personnes de la deuxième ligne qui travaillent, qui font des kilomètres pour aller travailler ou qui n'ont plus d'emploi parce que la crise sanitaire leur a supprimé leur emploi. De voir des gens qui sont subventionnés comme cela, la France est le seul pays à avoir un régime d'intermittent du spectacle. De voir un pays des artistes qui se comportent comme ça, c'est absolument indécent et ignoble. Yves Bigot, je vais rappeler que vous, dans votre longue carrière, vous avez été également patron de maison de disques, donc vous êtes impliqué dans ce monde de la culture. Est-ce que pour vous, ça a viré, comme l'a dit la ministre, en meeting politique ? Alors, oui, c'est indéniable que c'est devenu un meeting politique, ou en tous les cas, d'une certaine façon syndical de la part du monde du cinéma. Après, la question, elle est extrêmement complexe, parce que la réponse de la ministre de la Culture, c'est une réponse politique, une réponse économique aussi, sur le soutien effectivement très important qu'apporte le gouvernement et l'État au cinéma français. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se maintient à un tel niveau, y compris au niveau à la fois national et international. Mais d'un autre côté, ce qu'il fallait entendre derrière ce que Yves et Le Figaro appellent l'indécence de la cérémonie, et c'est d'abord... Ils ont effectivement réussi leur coup pour faire parler d'eux et avoir un véritable impact. Ça, c'est sûr. La preuve, on en parle sur votre chaîne. Jusqu'à Tel Aviv. Il faut entendre, malgré tout, la frustration, l'inquiétude du monde du cinéma, et donc pas seulement des comédiens ou des producteurs dont on peut estimer que ce sont des gens qui peuvent attendre pendant 1 an parce qu'ils ont mis de côté pendant assez longtemps, mais des techniciens, des preneurs de son, des cadreurs, des monteurs, c'est-à-dire de l'ensemble d'une profession, et qui aimeraient avoir plus d'empathie de la part de ceux qui ont la responsabilité d'eux. Et notamment, ce qui est incompréhensible pour le monde de la culture, et donc au-delà du cinéma, pour celui de la musique ou des théâtres, c'est les 2 poids, 2 mesures qui les ont déclarés non essentiels, et notamment, mais pas uniquement, alors... Par exemple, que les lieux de culte, eux, sont ouverts, et qu'il n'est pas démontré que la Covid-19 va moins se répandre dans une église, une synagogue ou une mosquée que dans un théâtre, une salle de cinéma ou une salle de concert. Ce mot non essentiel a beaucoup blessé. Mais très vite, Yves, après j'entends Tel Aviv. Il y a façon de le faire et de le dire. Et je pense que le message aurait été plus porteur et aurait été évidemment beaucoup mieux entendu s'il avait été transmis autrement. Or là, il a été transmis avec des façons qui sont des façons horribles, indignes. Pour eux, ils ont le droit de s'exprimer à la télévision. Vous vous rendez compte que la plupart des gens qui souffrent de cette crise sanitaire, qui vient après une crise économique et qui accompagne d'ailleurs une crise économique, eh bien, eux, ils n'ont pas le droit à la parole. Ils ont le droit que de se taire et d'être, pour beaucoup d'entre eux, menacés de perdre leur emploi. Alors, il y a façon et façon de le dire, quand même. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir quelle est la réaction de Canal+ et de Vincent Bolloré, et est-ce que les Césars seront toujours sur Canal+ l'année prochaine. Le seul d'ailleurs, Vincent Bolloré, qui n'a pas été cité lors des réclamations des personnes participant à ces Césars. Daniel Sheikh, on voit depuis 48 heures des messages très très en colère des téléspectateurs, des internautes face à ce qui s'est passé au César. D'abord, je peux comprendre, mais bien au-delà de cette cérémonie, d'un point de vue israélien, je retiens un chiffre qui me fait complètement tourner la tête, c'est l'aide de l'État français. 1,2 milliard en 2020. Alors même si on réduit ça dans les proportions israéliennes, ça fait totalement rêver. Je vous rappellerai qu'en Israël, le secteur de la culture
est le plus délaissé de toutes les industries en Israël, qu'il n'y a aucune solution ni en aide, ni pour réouvrir les cinémas et les théâtres, et que ici les techniciens du cinéma sont devenus livreurs de pizza. Et donc, je ne veux pas parler au nom des Français, mais je peux comprendre la colère de Mme Bachelot, honnêtement. Même si je peux comprendre aussi les difficultés du monde du cinéma, etc. Mais franchement, ici, les gens de la culture sont à bout complètement. Et il faut... C'est important de le rappeler pour ceux qui nous regardent depuis la France, le système d'intermittent n'existe pas en Israël. C'est-à-dire que j'ai vu autour de moi des amis musiciens qui se sont retrouvés boulangers pendant un an parce qu'on ne peut plus vivre de la culture et on n'a pas d'aide comme en France, il n'y a pas 5,2 milliards. Ils n'ont pas droit au chômage. Pierre Rehov. Il y a un tout petit détail que je voudrais ajouter qui est plutôt d'ordre technique parce que j'ai été producteur de cinéma dans mon jeune temps, ainsi que distributeur de films et exploitant de salles de cinéma. J'en avais une à Paris. Et il y a en France un système, l'argent n'est pas magique, il ne vient pas simplement de... il y a un système qui s'appelle le système de la TSA, c'est-à-dire que sur chaque place de cinéma que l'on paye, il y a une retenue qui est la TSA, qui est la taxe spéciale additionnelle, la taxe spectacle additionnelle, et c'est à partir de cette taxe que le CNC peut financer des nouvelles productions et peut distribuer de l'argent. Et en fait, ce n'est pas les... Il n'y a pas d'entrée dans une année de Covid, oui, mais pourtant il y a de l'aide. Attention, il n'y a pas d'aide, mais ils ont quand même thésaurisé. Il y a quand même des années et des années de cumul de TSA. Et en plus des possibilités d'emprunt, etc. Bon, et les systèmes intermittents aussi. Oui, mais ça c'est le chômage. C'est à côté. On parle de l'aide directe à la production, de l'argent que vont toucher les producteurs au moment où les salles de cinéma qui veulent se renouveler, ou les distributeurs qui ont besoin d'argent pour la publicité. C'est un système interne au cinéma français. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, encore une fois, je viens du monde du cinéma, et pour moi, le cinéma, c'est avant tout le rêve. Alors que la politique, ce serait plutôt un peu le cauchemar, en règle générale. Donc quand le cinéma, le monde du cinéma se met à offrir un show qui est un show politique, il a basculé et il est complètement parti de sa fonction première. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daniel Sheikh. Merci, Pierre Rehov. Longue vie à votre ouvrage. Merci. On va rappeler... Attendez, je ne suis pas venu les mains vides. Ouh, il y a un petit cadeau. Un cadeau pour vous. Oh, bah, écoutez. On en a parlé tellement souvent que autant que vous l'ayez. Ah, bah, c'est gentil. Merci infiniment. Bah, écoutez, alors je vais le montrer, c'est mon exemplaire, mais je vous le montre. 88, le nouvel ouvrage de Pierre Rehov. Merci beaucoup. Bah, écoutez, ce sera mon accompagnement pendant Pessah. Merci également à messieurs les deux Yves qui étaient avec nous ce soir. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, et Yves Tréhard de Figaro. Merci à tous les deux. À très vite. Noémie, on se retrouve demain soir à partir de 20h pour les grandes gueules Moyen-Orient. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Valérie Pérez. Bonne soirée à tous.